Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, maintenant je peux le dire. Aujourd'hui nous quittons nos Allemands pour se rendre dans un autre pays d'Europe, le pays de probablement grand nombre d'entre vous, la France. Ouais, aujourd'hui on va parler d'une comédie musicale française qui se passe en France et qui parle de l'histoire de... la France. Qui a dit que les Français avaient la grosse tête? Vous l'auriez deviné, je parle de 1789, les amants de la Bastille. Faut vraiment que j'arrête de faire du suspense comme ça alors que je marque le nom de la pièce dans le titre de mes vidéos. Les Amants de la Bastille, donc, est une pièce française écrite et composée par beaucoup de monde, mais surtout produite par Dov Atia et Albert Cohen, parce qu'il faut bien citer des noms. Elle est originellement jouée en 2012 au Palais des Sports de Paris et rejouée en 2014 au même endroit. Si le nom Les Amants de la Bastille est relativement célèbre, elle n'a a priori jamais été jouée dans d'autres langues, si ce n'est le japonais. Quand je disais qu'il kiffait les comédies musicales, croyez-moi, c'est pas la dernière fois qu'on parle d'eux sur cette chaîne. Mais j'ai eu beau faire mes recherches, à part la France et le Japon, je n'ai trouvé nulle part d'autres langues dans lesquelles elle aurait été traduite. Ce qui n'est en fait pas si étonnant. À part quelques cas à part comme Elisabeth, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, où la pièce a été traduite dans pas mal de langues, il n'est en fait pas si courant que ça qu'une pièce soit jouée dans autant de pays différents. Quoi qu'il en soit, reconcentrons-nous sur la pièce qui nous occupe aujourd'hui, 1789, Les Amants de la Bastille. Vous l'aurez deviné grâce au titre, la pièce raconte une histoire d'amour se déroulant en pleine Révolution française. Si pour Elisabeth il était possible qu'un certain nombre d'entre vous n'aient aucune idée de qui était Sissi l'impératrice, j'imagine que là tout le monde sait ce qu'est la Révolution française. Toutefois, parce qu'ici on fait les choses bien et parce que c'est indispensable pour bien comprendre tous les enjeux de la pièce, laissez-moi vous remettre dans le contexte de l'époque. Nous voici donc en France, en 1789, une France gouvernée par le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. À l'époque, le régime en place est une monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire que même s'il doit quand même respecter les lois fondamentales du royaume, c'est le roi qui a tous les pouvoirs. Il est quasi considéré comme un dieu. Pendant que la cour croule sous les dépenses, le peuple meurt de faim et de froid. Il est plus pauvre que jamais. Bref, le royaume de France est en crise. Et les citoyens ont beau espérer des révoltes de la part du roi pour arranger la situation, jamais rien ne vient. Le roi semble totalement insensible aux problèmes de son peuple. Voilà, tout ça fait qu'il y a déjà pas mal de tensions en France à l'époque. Puis finalement, en juillet 1789, vient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le roi trouve que ses ministres, donc ceux qui l'aidaient à gérer le pays, avaient des idées trop libérales et fait du coup la pire chose. Il les renvoie, parmi lesquels Necker qui était ministre des Finances. Déjà que le peuple n'avait rien car la cour dépensait tout le fric du pays, voilà qu'il renvoie celui qu'il gérait un tant soit peu ce fric. Bref, c'est l'élément déclencheur de la véritable rage des citoyens et par la même occasion de la Révolution française. Bien sûr, la Révolution française, c'est pas juste une histoire que le peuple est en colère, tout ça. C'est un événement historique bien plus complexe. En même temps, la Révolution française, elle a officiellement duré 10 ans, de mai 1789 à novembre 1799, ou 99 puisqu'on est en France. Mais je suis pas ici pour faire un cours d'histoire, alors concentrons-nous sur 1789. La pièce, je veux dire. 1789, Les Amants de la Bastille raconte l'histoire de Ronan Mazurier, un paysan révolutionnaire qui, après la mort de son père, tué par la garde royale lors d'une de ses fameuses révoltes paysannes, décide de se rendre à Paris pour venger son père et aussi donner une justice au peuple. Là-bas, suite à quelques mésaventures, Ronan rencontre Olympe du Puget et les deux personnages finissent par tomber amoureux. Seulement, il y a un problème. Évidemment, sinon ce serait pas intéressant. Alors que Ronan est un citoyen ennemi de la cour, Olympe, elle, vit justement à la cour, puisqu'elle est en fait la gouvernante des enfants de la reine. Deux personnages donc que tout oppose. Parce qu'il faut des enjeux, tout ça. Ainsi, la pièce nous invitera à suivre leur histoire en même temps que l'histoire de France, mêlant personnages fictifs tels que nos deux héros et personnages historiques comme évidemment les souverains de l'époque, mais aussi des figures majeures de la Révolution tels que Georges-Jacques Danton, Camille Desmoulins et aussi le célèbre Maximilien de Robespierre. Tout ça semble fort prometteur, mais est-ce que ça l'est autant qu'il n'y paraît? On va voir ça tout de suite puisqu'il est temps d'analyser cette pièce selon les fameux 3 points principaux, la mise en scène, les chansons et les costumes. La pièce commence sur une petite mise en contexte assez concise et surtout indispensable pour introduire la situation à ceux qui n'y connaîtraient vraiment rien sur cette période de l'histoire. S'ensuit un enchaînement de petites phrases explicatives et de visuels illustrant les conditions de vie du peuple à l'époque, le tout étant projeté sur un rideau comme une sorte de mini-film. La pièce se concentre sur une époque qui se déroule un peu en plein milieu de tout un tas d'événements, qui ne pouvaient forcément pas tous jouer, mais il fallait quand même mettre le spectateur dans le contexte, ce qu'ils ont très bien su faire avec ce petit film de début. Il y a quand même un gros point noir au tableau, les phrases projetées.
Ce qu'elle raconte est relativement important, mais comme elles sont en italique et dans une écriture assez fine et délicate, elles ne sont malheureusement pas lisibles facilement par tout le monde. Bon, après, entre ça et un gros calibri dégueulasse, je sais pas ce que j'aurais préféré, mais un entre-deux aurait peut-être été pas mal. À la fin du film, au moment où la projection affiche une foule en colère sur le rideau, qui est légèrement transparent, celui-ci s'ouvre et on comprend que la foule n'était non pas composée que d'images, mais également d'acteurs qui se trouvaient derrière le rideau, ce qui fait une parfaite transition sur la première scène, à savoir la révolte lors de laquelle le père de Ronan se fait tuer. On peut dire que t'es directement mis dans le bain, et ce de manière plutôt claire, justement grâce à ce petit film d'introduction. Le roi fait de la merde, le peuple est pauvre, il fait des révoltes, paf, on y est en pleine révolte, la pièce peut commencer. À la fin de cette scène dramatique qui marque quand même la mort d'un personnage dès le début, on a un fond du noir de quelques secondes et quand les lumières se rallument, nous sommes face à des personnages hauts en couleur qui dansent sur une musique super entraînante. Là, la reine ne tarde pas à les rejoindre sur scène pour se mettre à chanter, habillée de ce qui est probablement la robe la plus sobre du monde. On passe quand même de personnages tristes et en colère dont le père vient de se faire exécuter pour avoir osé se rebeller à cause de sa situation de pauvreté extrême à « Allez, c'est la fiesta, ici on s'amuse maquillés comme des phares et vas-y que je te pousse la chansonnette ». Faut pas se le cacher, c'est une transition plutôt brutale, et à raison. Cette cassure qui oppose deux mondes totalement différents qui vivent pourtant à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre, représente à la perfection la situation de l'époque. Tandis que la noblesse qui dépensait tout l'argent du peuple pour son plaisir était excessivement riche, les citoyens, eux, étaient excessivement pauvres. Et dès le début, ce contraste, qui est quand même la cause première de la Révolution française, nous est montré par ce manque de subtilité dans la transition au palais royal, l'effet général étant renforcé aussi bien par la musique que par les costumes, tout aussi extravagants les uns que les autres, mais je m'y attarderai le moment venu. Tout ça pour dire qu'on n'y va pas par quatre chemins pour t'annoncer la couleur. J'ai évoqué la reine, mais il est aussi important de parler du roi. Si la première image qu'on a de Marie c'est ça, l'extravagance et l'excès, la première image de Louis qu'on nous offre lors de la même scène, c'est ça. Le roi arrive un peu désorienté, en train de jouer à un jeu frivole, les yeux bandés. La première fois que Louis XVI, roi de France, apparaît, il a les yeux bandés. Le roi est complètement aveugle aux besoins de son peuple, et c'est ainsi qu'il est représenté dès le début. Aveugle et perdu. Ça paraît tout con comme ça, cette histoire de bandeau. Et pourtant, l'allégorie par rapport à son comportement face à la situation est super bien trouvée. Et la pièce n'en a pas fini avec ce bon vieux Louis. Un peu plus tard vient cette scène où Necker, le ministre des Finances de Sa Majesté, doit rappeler au roi qu'il a une réunion avec les États généraux parce que le roi l'avait tout simplement oublié. Lui, ce qu'il veut, c'est des jeux, de l'amusement, pas de longues réunions barbantes. D'ailleurs, elles servent à quoi ces réunions? À décider de l'avenir de mon peuple? C'est tout. C'est ça qui me prive de mon temps. Ah non, ah, flemme, moi je veux jouer. Ainsi, alors que Necker tente de calmer et de raisonner le roi, celui-ci le fait complètement tourner au bourrique dans une scène qui devient de plus en plus absurde et infernale. Alors que ça commençait de manière plutôt drôle, de sorte à simplement faire passer le roi pour un bouffon pourri gâté, au plus ça va, au plus on passe de cet aspect comique de la chose à un truc complètement chaotique, accompagné par une musique qui vire de l'enfantin en dramatique. Ça montre clairement que, même si un roi qui ne pense qu'à son plaisir personnel à tel point qu'il doit en être en permanence freiné par son ministre, ça donne plutôt envie de se payer sa tronche, bah en fait, la situation n'a rien de drôle. Au contraire, elle est terrible. Mais le pire, c'est quand Louis se lève, debout sur son immense fauteuil ridicule, au milieu de ce spectacle grotesque, et crie « Je suis le roi de France !» Ouais, tout ça, c'est le roi de France. On n'est pas dans la merde. Cette scène est sans aucun doute l'une des plus fortes de la pièce, mais ce n'est pas la seule. Par exemple, à la fin de l'acte 1, nous sommes face aux révolutionnaires qui chantent pour se donner de l'espoir, après que le roi ait fermé la salle des menus plaisirs, aka la salle où les grandes décisions étaient prises. Face à la décision du roi, le peuple est complètement désemparé, il ne peut plus rien faire. Ainsi, quand l'acte 2 commence, la chanson reprend et on les voit tous debout derrière le rideau transparent sur lequel sont projetés des barreaux, transparents eux aussi. Nos héros ne sont pas en prison, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont libres. Impossible de rester insensible face à cette symbolique. Wow, je réalise qu'avec tout ce que je viens de dire, je suis en train de faire passer la pièce pour un truc super déprimant. Alors bien sûr, le contexte n'est pas joyeux, mais ce n'est pas pour cette raison que la pièce n'a pas des côtés fun ou dynamiques, bien au contraire. Et à commencer par les chorégraphies. Ouais, cette pièce a des chorégraphies. Quand on y pense, ça peut paraître étonnant que je n'ai pas mis la danse dans mes points principaux d'analyse. Après tout, quand on dit comédie musicale, ce à quoi on pense directement, c'est jeu, chant et danse. Malgré ça, il y a quand même un grand nombre de comédies musicales qui n'ont pas du tout ou très peu de danse. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas en faire un point à part entière, mais de l'intégrer dans la mise en scène de manière générale. Parlons donc des danses de la pièce.
Il faut savoir que pratiquement chacune des chansons est accompagnée d'une chorégraphie. Et quelle chorégraphie! Elles sont tout simplement géniales. Parce qu'il n'y a pas que la danse en elle-même qui est bien, mais aussi la manière dont elle est mise en scène. C'est tout un ensemble qui donne à chaque fois un résultat grandiose et pertinent avec ce qui est raconté. Ah, si je pouvais, je parlerais en détail de chacune d'elles, mais si je faisais ça, la vidéo durerait probablement 3 heures. Mais comme ce serait un crime de ne pas plus s'attarder dessus, en voici quelques extraits. Un duo lent et fusionnel lors d'un passage romantique, des jeux de tapement de pieds sur le sol évoquant les pas d'une foule de citoyens en colère lors d'un passage violent, des gardes royaux qui ont beau pencher, il reste le corps droit et imperturbable, sommé d'obéir sans jamais fléchir. Passons enfin aux chansons. J'avais dit que la pièce avait beaucoup de côtés dynamiques, les chansons en font partie. En effet, malgré le fait que la pièce se passe au XVIIIe siècle, les chansons sont assez modernes et vraiment super cool. Pour moi, elles sont vraiment le gros point fort de la pièce. Faisons un petit bond en arrière et revenons-en à la fameuse deuxième scène qui nous présente la chanson d'introduction de Marie-Antoinette. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'à l'époque, le roi ne satisfaisait absolument pas la reine, qui avait l'impression qu'il ne faisait jamais attention à elle. Dès le début, elle nous le fait clairement comprendre avec cette phrase du refrain « La nuit je m'ennuie ». Elle rajoute plus tard, toujours en parlant du roi, il se pavane quand je me languis, avant de dire « Sonnons la révolte ». Oh, qu'elle se rassure, elle n'est pas la seule à vouloir la sonner la révolte. Le peuple aussi, lui, aimerait bien. Mais parce qu'il meurt de faim. Et elle, c'est quoi son grand problème existentiel? C'est qu'elle se fait chier. Et comme elle se fait chier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépense l'argent du peuple pour se divertir. D'ailleurs, elle le dit clairement dès le début. Je dépense à tort pour m'offrir enfin le grand frisson. Il y a autre chose à noter dans cette chanson, c'est l'utilisation fréquente du champ lexical du jeu de cartes. Brelan de dame a souvent fini seul la partie, faire la paire ce serait beau, je veux plus rester sur le carreau, et des exemples comme ça, il y en a tout au long de la chanson, et ce, dès sa première phrase. Rien ne va plus quand les jeux sont faits. Oui, tout ça n'est qu'un jeu pour Marie. Ainsi, la chanson illustre parfaitement qui elle est et son rôle dans la situation. Une égoïste désinvolte qui ne voit rien d'autre que son petit bonheur personnel. Eh ben, mine de rien, la vidéo avance et je n'ai même pas encore parlé de Ronan et Olympe. Après tout, c'est pas comme si c'était nos personnages principaux. La pièce a beau parler de plein de trucs, elle parle avant tout de leur histoire d'amour. En général, ce qui me pose problème avec les films ou les pièces qui traitent d'histoires d'amour, c'est que comme tout doit tenir entre 1 heure et 3 heures, j'ai souvent l'impression que les personnages tombent amoureux trop vite, que le développement de leur relation est bâclé et du coup, j'arrive très rarement à vraiment m'investir dans leur histoire. Mais bon, en même temps, pour pouvoir faire tenir toute une histoire d'amour en moins de 4 heures, il faut forcément que ça aille relativement vite, pas le choix. Et à partir de là, si on veut que le spectateur y croit vraiment, il faut avoir un développement juste parfait. Le développement d'un sujet pourrait durer 5 heures, s'il est mal fichu, il sera toujours moins efficace qu'un développement d'1 heure. Revenons-en donc à Ronan et Olympe. Le développement de leur relation nous est présenté au travers de leurs chansons. En même temps, c'est pas pour rien que j'en parle dans le point chanson. Ça commence avec la première chanson d'Olympe qui nous fait part de ses sentiments après sa rencontre avec Ronan. Elle nous dit là tout des trucs du style « Tout ce qui m'attire me condamne, je sais la sentence pour l'indécence de mes pensées, j'ai commis l'erreur de te regarder ». En gros, elle nous fait comprendre qu'elle est en train de s'éprendre de Ronan, mais que, étant donné leur statut respectif, toute relation entre eux est interdite. Impossible. On est là dans une phase de lutte et de rejet total de la part d'Olympe. Plus tard, lors de leur première chanson en duo, Ronan commence en disant « Je vous en prie, soyez mon ennemi, le poison me dévore de vous aimer si fort », avant de continuer, cette fois accompagné d'Olympe, « Je me perds à vouloir me défaire de ces liens qui nous serrent ». Et enfin, au refrain, ils chantent tous les deux « Faut-il faire la guerre pour se plaire? Faut-il réduire au silence nos différences ?» J'aime beaucoup les paroles de cette chanson car, en plus d'être une phase d'acceptation pour nos personnages, c'est une invitation à l'acceptation de manière générale. Ne te bats pas contre les différences de l'autre. Accepte-les, car ce sont elles qui font votre force. Et enfin, lors de leur dernière chanson en duo, ils chantent « Je sais bien que tout nous sépare, je sais bien qu'il faudrait s'enfuir, mais je n'irai plus nulle part ». Pour continuer au refrain, « Je veux vivre au bord du vide pour tomber dans ses yeux, m'abandonner au désir qui s'embrase ». Cette fois, Ronan et Olympe ont définitivement sauté le pas. Ils sont enfin prêts à s'abandonner à leur amour. C'est l'ultime phase d'une relation, celle qui vient après l'acceptation, celle où il n'y a même plus besoin d'accepter quoi que ce soit. Il suffit de se laisser aller. Et si Ronan et Olympe sont parvenus à ce stade, c'est grâce à toutes ces étapes par lesquelles ils sont passés. Leurs chansons ne se contentent pas d'être des chansons mielleuses et romantiques, des chansons dont les personnages se servent uniquement pour clamer leur amour et leur débat intérieur. Ce sont des chansons qui servent cet amour en lui-même, qui participent, et c'est ça qui fait tout leur intérêt et leur pertinence.
Comme je le disais, de manière générale, les chansons sont énergiques et entraînantes, mais y a pas que ça. En plus de décrire le caractère ou les sentiments des personnages, la plupart font aussi passer des messages forts et universels, tout aussi bien valables à l'époque que maintenant, comme le droit à la liberté, le droit des femmes, le droit des hommes, etc. Et c'est ça qui est vraiment le gros point fort des chansons, c'est qu'elles ont beau s'ancrer dans un passé révolu, les textes, eux, sont intemporels et éternels. Pour moi, cette pièce, qui se finit sur une lecture des droits de l'homme, c'est presque une ode à l'humanité, et c'est principalement grâce aux textes de ces chansons. Oh, c'est beau ce que je dis. Mais comme c'est aussi quand même des chansons chantées dans le contexte de la Révolution française, probablement l'événement le plus important de l'histoire de France, il y a parfois glissé dans les paroles de petites références historiques qui feront toujours plaisir aux oreilles des plus attentives. Par exemple, lors de la première chanson de Danton, on l'entend dire « Il faut de l'audace et encore de l'audace aux citoyens d'en bas », qui est évidemment une référence à une phrase très célèbre du monsieur « Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée ». Mais ce n'est pas tout, Danton était connu pour être un très bon orateur, il savait faire de beaux discours. Dans sa chanson, on le voit bien écarter les bras, faire de grands mouvements, il possède la scène en dégageant une certaine prestance, bref, quand il chante, il en impose. Et pour cela, je ne peux que saluer le travail de l'acteur. Ou alors encore lors de la première chanson de Robespierre, l'une des figures les plus emblématiques de la Révolution française, qu'on entend clamer « Allons enfants, le jour de gloire est arrivé », presque pour annoncer une pré-hymne nationale. D'abord il commence en disant « le jour de gloire est », puis « le jour de gloire est à », et là tout bon français s'attend à entendre « le jour de gloire est arrivé ». Mais là ce qu'il dit, c'est « le jour de gloire est arrivé » et non pas « arrivé », parce qu'il n'est pas encore là, de même que la France n'a pas encore d'hymne national. Nous voilà déjà au dernier point de la pièce, les costumes. Ah, comme le temps passe vite quand on s'amuse. De manière générale, les costumes sont assez représentatifs des vêtements de l'époque, bien qu'avec une petite valeur ajoutée, bien sûr. Du moins en ce qui concerne le peuple, car à la cour, alors là c'est le carnaval, vous l'avez certainement constaté tout au long de la vidéo. Des couleurs tapent à l'œil, des ornements excessifs, tout est fait pour accentuer le contraste entre les riches et les pauvres, et l'effet obtenu est franchement nickel. Et voilà, notre analyse est à présent terminée, ou presque, puisqu'avant que je passe à la conclusion, il y a un élément de la pièce, pour moi essentiel, dont je dois parler. Ramar. Ramar est un mouchard au service de la cour, également épris d'Olympe, et pourquoi je parle de lui? Pour une seule et bonne raison, il est drôle. Mais genre, vraiment drôle. On le sait tous, les Français aiment rajouter des blagues, des moments de détente dans leur production. C'est jamais une mauvaise idée, mais c'est à double tranchant parce que quand c'est mal exécuté, ça fait rien d'autre à part gâcher l'ambiance, et c'est malheureusement souvent le cas. Du coup, Ramar, est-ce qu'il gâche l'ambiance? Absolument pas. Si son rôle était de l'alléger, de la dynamiser cette ambiance, il le remplit mais à la perfection. Faut savoir que je ris pas souvent en blague, que ce soit dans les films, les séries ou les pièces. Mais là j'ai même explosé de rire quand j'ai revu la pièce pour l'analyser. Et si le personnage de Ramar est si génial, c'est avant tout non pas parce qu'il est bien écrit, mais grâce à l'interprétation de l'acteur, Yamin Dib. Ce gars est drôle, mais d'une puissance, que ce soit par ses paroles, ses gestes, ses mimiques, il sait provoquer le rire chez les gens et je le vénère pour ça. Alors voilà, petite dédicace à Yamin Dib, même si je doute qu'il voit un jour cette vidéo. Et je ne vous parle même pas de sa chanson, qui est incontestablement mon passage préféré de toute la pièce. Faire des histoires se passant lors d'événements historiques connus n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut savoir bien entremêler la fiction et la réalité. Là, l'histoire principale est présentée comme étant celle de Ronan et Olympe. Je veux dire, les amants de la Bastille, c'est eux quoi. Mais elle est évidemment aussi centrée sur le contexte politique et économique du pays, qui fait partie intégrante de l'histoire. C'est pas juste une histoire d'amour se passant lors de la Révolution française, c'est l'histoire de la Révolution française se passant au travers d'une histoire d'amour. Et ça, c'est beau. Il faut savoir que la France du XVIIIe siècle est depuis mon enfance ma période préférée de l'histoire. Je suis absolument fascinée par chacun de ces détails. C'est donc certainement pas la dernière fois qu'on en parle sur cette chaîne. Et je vous avoue qu'en tant que grand fan de la Révolution française, avant de voir la pièce, le titre m'avait fait un peu peur. Je suis de manière générale pas un grand fan des histoires d'amour et j'avais peur que ça se contente d'être une histoire romantique dramatique parce que, oulala, ce qu'il se passait à l'époque, c'était triste. Eh bien, pas du tout. Tout ça pour dire que 1789, Les Amants de la Bastille, c'est une super comédie musicale, avec des chansons entraînantes, des chorégraphies folles, mais surtout un message fort et intemporel.
Voilà, la vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si vous tenez à me soutenir, je vous invite à la partager, cela me permettrait d'avoir un peu plus de visibilité en tant que petite chaîne qui débute. Je vous invite également à me laisser votre avis en commentaire, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder ma première vidéo qui parle de ma comédie musicale préférée, Elisabeth, et bien évidemment, si vous ne voulez rien louper pour la suite, à vous abonner à ma chaîne tout simplement. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.